Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Vestiaire du Mental, le podcast qui vous ouvre les portes de l'univers mental des sportifs. Ici, nous allons à la rencontre d'athlètes, d'entraîneurs, d'éducateurs et de passionnés pour comprendre comment la préparation mentale, la gestion des émotions et la force intérieure influencent la performance et la trajectoire de chacun. Au-delà des résultats, ce sont les histoires humaines qui comptent. Les doutes, les réussites, les valeurs et les enseignements que le sport peut transmettre bien au-delà du terrain. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans un nouvel épisode de Dans le Vestiaire du Mental. Aujourd'hui, direction le basket français avec Vladimir Ilić. Formé au Portel, passé par plusieurs clubs de National 1, il évolue aujourd'hui à Mulhouse, un club ambitieux qui vise haut dans ce championnat. À seulement 24 ans, Vladimir a déjà connu les exigences du haut niveau, les sacrifices familiaux, le défi du double projet entre études et sport. Autant d'épreuves qui ont forgé son mental et l'ont poussé à travailler cette dimension invisible de la performance. Avec lui, on va parler de résilience, d'émotion, de gestion de la pression, bref, de toute cette préparation mentale qui fait la différence sur un parquet. Alors installez-vous confortablement, allons à la rencontre de Vladimir Ilić. Bonjour Vladimir, merci d'être avec nous pour ce podcast dans le Vestiaire du Mental. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci à toi de m'avoir appelé pour l'occasion. Avec toi, on va discuter beaucoup évidemment de préparation mentale. On va parler de ton parcours, de ta signature en professionnel, comment un petit peu tu as vécu tout ça d'un point de vue mental, également les difficultés que tu as pu rencontrer. Et puis aujourd'hui, surtout le bonheur, entre guillemets, que tu peux avoir dans un club où tu te plais bien. Est-ce que pour démarrer, tu peux nous raconter justement un petit peu ton parcours en quelques phrases, de Montpellier jusqu'à Mulhouse aujourd'hui, et ce qui t'a le plus marqué mentalement dans ce chemin? Alors, moi, je viens du coup de Montpellier jusqu'à fin du collège, j'étais à Montpellier. J'ai fait les sélections départementales. J'ai pas été pris en sélection en région ni au Krebs, mais j'ai quand même fait Minime France. Et après, je suis allé à Rouen en centre de formation pour mes années cadets et donc lycée. Ensuite, on s'est séparés d'un commun accord. Moi, je voulais chercher de l'esport pro, ils étaient en Pro B à l'époque. Et eux, ils voulaient pas forcément continuer avec moi. Donc, je suis allé au Portel pendant 3 ans aussi pour mes années espoirs. Et ensuite, j'ai signé en N1 à Épinal pendant 2 ans, puis Vitré 1 an, Toulouse 1 an et Mulhouse 1 an. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Je pense que c'est par étapes en fait. C'est vraiment par étapes où euh, on sait pas. Enfin, moi, je sais pas vraiment à quel moment je me suis dit je veux être pro, mais à chaque fois, je me disais ok, je veux atteindre ça, je veux atteindre cet objectif. Et il y a toujours un mur en fait. Tu te confrontes toujours à un mur à un moment donné. Je me rappelle de quand j'étais en Benjamin et que on te prend pas pour les sélections région. Déjà, c'est un premier échec entre guillemets. Derrière, t'es pas pris au Krebs. Derrière, on te dit, c'est rien que tu fasses des tests dans des centres de formation, on te reprendra pas. Derrière, tu arrives en centre de formation. Et je pense que le point le plus marquant, c'était à ce moment-là, c'était mon arrivée à Rouen. En fait, je suis arrivé avec déjà dans un gros centre de formation quand même de base en français. Et, euh, et c'était très dur c'était que des gens, enfin des enfants avec qui étaient déjà un peu prêts à ça. Ils ont tous fait un peu le Krebs. Ils ont connu le fait d'être éloignés de la famille. Ils ont connu un peu déjà pas le haut niveau, mais entre guillemets, par les entraînements, mais aussi par la vie en communauté. Et moi, j'arrivais enfin pas tout seul, je suis arrivé avec mon meilleur pote actuel. On est arrivé ensemble à Rouen, mais c'était une première pour moi et mentalement, c'était très dur. Cette année, elle était très dure, mais très enrichissante. Et franchement, je suis très content de l'avoir vécu parce que c'est un peu, c'est un peu le passage un peu, pas à l'âge adulte, mais ok, je me, je me responsabilise, je vis tout seul, même on était très très bien encadré, il y avait toujours des encadrants, on n'avait pas besoin de se faire à manger, mais sans les parents, quoi. Et c'est aussi là les premières fois où tu touches un peu au. Il y a plus trop ça maintenant, les bisutages, tout ça, mais c'est un peu les premières fois où tu touches un peu
confrontation un peu en plus entre mecs, je sais pas comment c'est les femmes, mais entre mecs un peu là du plus fort. Et moi, à ce moment-là, j'étais clairement loin d'être le plus fort, que ce soit basket, physique, tout ça. Et donc, surtout que moi, j'étais un petit bébé en arrivant, enfin, très proche de ses parents qui pleuraient pour un tout et pour rien. Et donc, en fait, tu viens et il y a personne qui va te sauver. Et est-ce que toi, mentalement, tu vas t'écraser et te dire, OK, ben, je peux pas continuer comme ça? Ou est-ce que tu dis à tes parents ce qui se passe, entre guillemets, et tu rentres chez toi parce que, bah, ils vont dire, putain, mon fils, il est parti là pour le plaisir, et au final, ça lui plaît pas? Ou est-ce que tu serres les dents et voilà, quoi, tu passes ce cap? Et donc, c'était la première année, c'était la plus dure en termes de, voilà, si tu montes, tu réalises quand même ça, mais derrière, tu gravis vraiment des échelons, quoi. Enfin, même personnel, au-delà du basket, c'était vraiment mentalement, tu grandis. Et j'ai passé ma première année à Rouen, c'était ma plus belle année des trois. Alors que sur le moment, tu peux te dire, putain, il en bave, quoi. Mais voilà. Après ces 3 années, donc ça s'est fini. Je suis allé au Portel. Et là, c'était encore une fois un nouveau mur parce que euh, quand j'étais à Rouen, je voyais ma famille tous les 2 mois, un mois et demi. Là, j'arrive au Portel, je viens de Montpellier où il y a le soleil, tout ça. J'arrive au Portel, météo catastrophique. Euh, L'endroit où on était logé, enfin, moi, j'étais pas, je suis pas une princesse, mais je veux dire juste, j'étais pas à l'aise forcément là-bas. J'avais pas forcément fait des liens avec personne, enfin avec les gars de l'équipe parce que j'étais en DUT, personne n'était en DUT comme moi. Ils étaient soit en stab, soit ils étaient avec les pros. Donc en fait, j'étais tout seul toute la semaine. Juste les soirs, on s'entraînait, mais je connaissais personne de base. Donc c'était un peu compliqué l'intégration et c'était vraiment aussi dur. D'une manière différente de Rouen parce que je connaissais un peu déjà ça, mais c'était dur de se retrouver en fait pas. Tu prends pas de plaisir, quoi. Et ensuite, derrière, il y a un changement de coach, un changement. Moi, j'ai changé de logement, j'ai changé de statut aussi. Je suis passé avec les pros un peu, et ça a vraiment, ça m'a pas libéré, mais ça m'a fait du bien. Et bien sûr, dans les saisons, il y a des hauts et des bas, mais c'était voilà un deuxième cap. Et voilà un peu ce qui m'a marqué. Après, dans chaque saison, c'était plus un aspect devenir un homme, on va dire. Alors que après, c'était dans chaque saison, il y avait des aspects mentaux qui c'était plus basket, quoi, plus terrain, plus en fonction de bah, le coach, les situations pour performer, tout ça. Mais là, dont je t'ai parlé, c'est vraiment un peu mental de réussir à pas abandonner, entre guillemets, Ouais, le par rapport à... côté humain rentrait plus en compte. Voilà, c'est ça. Enfin, le côté un peu devenir, comme je disais, un peu devenir un homme, quoi. Enfin, tu sors de ta zone de confort et devenir mature assez pour encaisser les péripéties et ne pas juste s'écrouler et dire, bah, c'est pas pour moi, quoi. Et Ouais. c'est un peu ça. Et ce côté, tu vois, j'ai eu ce côté mental très, enfin, allez, quand j'étais à Rouen et un peu au Portel, et après, c'est plus vraiment l'aspect mental pour les performances, où là, on s'est rencontrés au Portel à partir de ma deuxième année, troisième année au Portel, où vraiment j'ai essayé de me dire, OK, comment je peux adapter mon mental pour les performances basket. Mais au début, c'était vraiment surtout m'adapter au haut niveau et aux exigences du haut niveau et aux exigences des sacrifices que tu dois faire pour être au niveau, quoi. OK, et justement, comment est-ce que tu as pu gérer le fait que, comme tu le disais, tu as rencontré un premier mur, à Roanne. Tu rencontres un deuxième mur un peu sur le même aspect au Portel, mais différemment parce que tu es plus vieux, tu as mûri, le contexte est différent. Mais quand tu re-rencontres ce type d'obstacle, comment justement tu gères? Comment tu t'adaptes et pour pas sombrer dans le: «Ah vas-y, ça recommence, je vais retomber dans ce côté négatif mentalement»? Bah, je pense quand tu es jeune comme ça, le important, c'est le soutien de ta famille. Moi, je me rappelle très bien à un moment donné, enfin, quand je suis arrivé à Rouen, je me suis dit, si j'en parle à mes parents, ils vont pas, surtout à ma mère, parce que ma mère, c'était très dur pour elle de me laisser, même si elle m'a laissé, elle m'a rien interdit, tout ça, mais ça se voyait que c'était dur pour elle. Et surtout, enfin, vu je suis d'origine serbe, tout ça, c'était difficile pour elle dans un autre pays de laisser aussi son enfant, elle sait pas de quoi, enfin, elle sait pas quoi, ce qu'il attend, et donc c'était dur. Et donc à ce moment-là, c'était plus moi et moi-même, et j'avais heureusement des potes à Rouen avec qui on s'est élevé ensemble, ou même qui m'aidaient à passer ces épreuves. Mais au Portel, c'était surtout aussi mes parents. Et, parce que du coup, j'avais pas forcément tout de suite au Portel, maintenant j'ai des amitiés à vie, on va dire, du Portel, mais j'avais pas tout de suite ces connexions avec ces gens-là. Et en fait, bah, c'est des discussions avec les parents, dire, bah voilà, c'est dur là, c'est dur.
mais c'est eux qui te font relativiser un peu et qui te disent, OK, que ce soit dans le basket ou dans la vie, il y a des années où tu vas avoir d'attaches avec les gens, ce sera moins bien. Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux que ce soit que le basket te procure ces émotions négatives ou que ce soit un truc que t'as pas envie de faire, quoi? Donc, mais c'était même pas des émotions négatives, c'était juste dur de manière générale. C'était dur de se lever à 6 heures pour aller sous la pluie. Enfin, c'est des trucs, quand tu le dis comme ça, c'est de la merde, mais je veux dire, c'était dur, quoi. C'était un contexte qui était dur. C'était pas parce qu'à l'école, enfin au DUT, j'avais zéro pote proche parce que bah eux, les soirs, ils sortaient boire des verres, ils sociabilisaient. Moi, j'avais pas ça. Et au basket, j'avais pas forcément non plus de potes proches à ce moment-là parce que eux, pendant la journée ou pendant des moments un peu plus, ils étaient plus ensemble. Donc c'était ouais, voilà, c'était pas. Mais avec le temps, ça s'est allé mieux, tu vois. C'est pas un truc. Mais je dirais que c'est vraiment les proches qui t'aident à passer ces moments-là. Et justement, je rebondis du coup sur ta famille. Tu l'as dit, tu as des racines du coup franco-serbes. Je sais que ta famille du coup a été et reste un pilier pour toi dans ta vie perso et ta vie du coup basket. En quoi, pour toi, cette double culture et l'impact de ta famille a façonné ou façonne encore peut-être ton mental de compétiteur? Bah, je pense que le fait de surtout, enfin déjà, la Serbie c'est quand même un pays. Je sais pas si j'avais été franco, je sais pas n'importe quel autre pays qui n'a pas autant de champions, je sais pas si j'aurais eu le même côté compétiteur déjà de base parce que dans la famille il y a toujours cette notion de compétition que ce soit dans n'importe quoi en fait avec mes cousins, ça a toujours été un peu ancré. Mais au-delà de ça, je pense aussi, c'est quand tu viens d'un pays, enfin, t'es un peu, moi, je suis enfant d'immigrés, je suis né en France, mais par exemple, ma sœur est née en Serbie, donc elle est immigrée, et toute ma famille en Serbie, donc il y a que nous en France. Je pense que c'est un peu ce truc de se dire, ok, j'ai envie de réussir aussi. Je veux dire, mes parents ont quitté leur pays aussi, je pense, pour qu'on ait une meilleure vie. On n'en a jamais vraiment discuté, ils m'ont jamais vraiment dit comme ça. Mais à un moment donné, c'était peut-être aussi pour ça. Et se dire, est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais, ok, pour, au-delà de rendre fier aussi, se dire, ok, vous n'avez pas fait ça pour rien. Tu vois, tu te dis, Ouais, il faut à un moment donné aussi rendre l'appareil, de se dire, ok, moi, je fais les efforts pour, vous m'autorisez à, mais ça pourrait être aussi pour des enfants non issus de l'immigration, mais se dire, vous m'autorisez à aller là-bas, vivre mon rêve, bah, moi, il faut que je vous le rende, parce que si tu me laisses aller à Rouen à 14 ans, bah, il faut aussi que moi, je te le rende, en fait. Et je pense que ça vient aussi de l'éducation qu'ils m'ont donnée. Est-ce que ça a vraiment un lien avec le fait que je sois franco-serbe? Je sais pas. Peut-être que si on était aussi juste français, bah, peut-être qu'ils m'auraient donné la même éducation et j'aurais été pareil. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a un lien. Forcément, il y a un lien. Forcément, un lien, surtout du pays d'où je viens. Pays du basket, pays qui a des champions vraiment voilà, qui t'inspirent, quoi. Donc, ouais. ok, je comprends. Tu le disais tout à l'heure, du coup, tu es formé à Roanne et au Portel. Au Portel, tu as fait quelques apparitions en pro, c'est tes premiers pas voilà, en Pro A. Qu'est-ce que tu as retenu mentalement de ces années-là et qui peuvent t'accompagner encore aujourd'hui? Bah, ce que j'ai retenu, c'est surtout l'épisode, enfin, mon passage avec Eric Girard en tant que coach qui est très dur comme coach dans ses paroles parce qu'il peut plus crier. Il est très dur dans les mots qu'il utilise. Et ça m'a un peu. Enfin, je le savais déjà, en fait, parce que j'ai eu d'autres coachs un peu. Enfin, je travaille avec d'autres coachs qui étaient durs aussi dans leurs paroles, tout ça. Mais ça m'a un peu forgé à me dire, OK, il faut que tu enlèves le côté. euh, le fond, enfin, pas le fond, la forme de comment ils disent les choses et se dire, OK, qu'est-ce ce qu'il me dit, est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce qu'il veut me dire au fond? Et me dire, enfin aussi, on me titille, on me challenge, mais ça veut dire il croit en moi, tout ça. Et j'ai pas, mentalement, j'ai pas, c'est dur forcément à des moments d'entendre des choses, tout ça. Mais je pense que c'est aussi une préparation à l'après, en fait. C'est une préparation, c'est pas un processus, c'est pas immédiat. C'est pas un truc où je me dis, OK, il a dit ça, donc maintenant, tout ce qu'on va me dire, ça va pas m'impacter. Mais c'est une préparation, c'est un processus long et je suis encore dans ce processus actuel. Enfin, je suis encore toujours, en fait, je pense que je serai toute ma carrière, de dire, OK, j'accepte la dureté, la rigueur aussi du haut niveau. Et c'est à ce moment-là, enfin, c'est parce que si tu l'acceptes pas, t'es pas au niveau, en fait. Si tu l'acceptes pas, ok, il y a des trucs, parce que maintenant, avec la santé mentale, avec
entre guillemets, le harcèlement, enfin, ce qu'on dit, on, on accepte moins de choses qu'avant, mais moi, j'ai pas je pense que si on accepte moins de choses qu'avant, c'est bien, mais aussi, il faut être prêt à accepter pas le harcèlement, parce qu'il y a des notions, il y a des doses, mais je veux dire, d'accepter des fois d'être un peu rentré dedans, d'entendre des choses qui font mal, parce que c'est ça aussi qui te forge, mais même pas pour le basket, pas que pour le basket, pour tout. Si maintenant, demain, j'ai une épreuve, je vais la vivre plus facilement que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à de la dureté, en fait. Donc voilà, je suis un peu dans ce processus-là, on va dire. OK. Voilà. Et justement, selon toi, quels aspects mentaux tu as pu renforcer à cette époque-là? Peut-être un an avant, tu t'es dit, «Ah, je surmonterai pas ça» et justement, le fait d'être passé par des personnes, voilà, comme Éric Girard, par exemple, ça t'a permis de passer quels caps mentaux? En fait, je trouve que j'ai jamais vraiment passé un cap dans aucune de mes étapes de ma carrière. J'ai jamais passé un cap, mais c'est comme si, tu vois, il y a une progression qui se fait et qui est constante, entre guillemets. Bien, il y a des fois, tu progresses moins, mais je veux dire, d'année en année, je progresse sur chaque aspect, que ce soit mental, on parle là du mental, mais c'est sur tous les aspects. Tu vois, j'ai jamais, même dans ma carrière, terme basket parlant, que baskettement parlant, j'ai jamais passé de cap, tu vois. Mais tu prends le joueur de moi il y a 3 ans et le joueur que je suis maintenant, je suis meilleur sur tous les niveaux, que ce soit mentalement, physiquement, baskettement parlant. Et donc, je me dis, en fait, je suis pas dans le, j'ai pas passé de cap avec Thierry Jarre, j'ai pas passé de cap avec à Toulouse, j'ai pas passé de cap à Mulhouse, j'ai passé de cap nulle part. Mais c'est une progression qui est constante et c'est un processus, comme je disais tout à l'heure, tu vois, qui fait que chaque année, chaque épreuve que tu as, elles te permettent d'évoluer, quoi. Tu vois. D'avancer, ouais. Ouais, voilà. OK, je comprends. Du coup, tu le disais, tu es aujourd'hui au club de Mulhouse, mais avant ça, tu as fait donc pas mal d'autres clubs de N1. Comment est-ce que tu as géré et tu gères encore aujourd'hui mentalement le fait de devoir t'adapter à un nouveau vestiaire, nouveau coach, nouvelle équipe et devoir prouver ta valeur à chaque fois? Ben, en fait, je trouve que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à n'importe qui, c'est de changer de milieu, en fait. Changer de milieu, sortir de sa zone de confort. En fait, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu découvres quitter, plus tu arrives en fait à être sûr de quitter en fait. Parce qu'arriver à Rouen, je sais pas qui je suis, j'ai 14 ans, tu vois. Donc je peux pas avoir confiance en moi, je peux pas venir dans le vestiaire et avoir la confiance de quelqu'un qui a 3 ans de plus que moi, tu vois. Donc arrivé à Rouen, j'ai ça. Paf. Donc j'ai sorti, mais à ce moment-là, je savais pas encore que j'avais grandi, que j'avais grandi. Arrivé au Portel, j'ai vu que en fait à quel point j'avais grandi à Rouen, tu vois. Mais directement. Et arrivé donc au Portel, 3 ans, j'avais pas l'impression de grandir. Paf, je sors du Portel, je vais à Épinal. Je sens aussi, en fait, tu vois, que ce soit dans le regard des gens ou même toi-même, tu te sens différent, tu te sens plus confiant, et tu découvres qui t'es petit à petit, quoi. Mmh. Et je pense que c'est vraiment, moi, bien sûr, il y a une petite appréhension à chaque année quand il y a des nouvelles personnes, tout ça, mais avec le temps, le fait d'avoir beaucoup changé quand même de club ou d'endroit, bah ça, je sais qui je suis et j'ai pas peur de maintenant me dire là, je suis pas à ma place ou quoi. J'ai confiance en moi, en ce que je suis, en mes qualités et je connais mes défauts, et enfin peu importe, mais je sais qui je suis et je pense que c'est le principal. Et j'ai pas de, tu vois, je rencontre des nouvelles personnes, quoi. Je le vois positivement. Je me dis, je rencontre de nouvelles personnes. Je suis, ma personnalité fait que je suis comme ça. Je vais être comme ça. Je vais pas changer parce que voilà. Donc après, le truc c'est aussi, c'est que forcément là, ça fait 4 5 ans que je suis en N1. Plus les années passent, plus entre guillemets, je suis référencé dans la division. Donc aussi, j'ai aussi cette facilité-là. Est-ce que maintenant, demain, si je vais en Pro B, j'espère un jour, ben, est-ce que j'aurai cette facilité-là à être qui je suis? Je sais pas, peut-être pas, tu vois, je peux pas le prédire, mais en tout cas, je pense quand même que oui, tu vois, j'ai quand même assez vécu de choses dans ma vie pour me dire, ok, c'est des personnes comme moi, c'est pas parce ils sont, tu vois, Ouais. genre, c'est la confiance surtout, la Mmh. confiance en soi qui est importante sur ça. Justement, c'est très intéressant de parler de confiance en soi parce que c'est une problématique que l'on aborde énormément en préparation mentale. C'est même quelque chose, en fait, qu'on pourrait aborder, presque toute une vie, si je puis dire, parce Mm. qu'elle est tellement elle varie tellement selon les contextes, selon les clubs, selon, les personnes que tu côtoies aussi. Est-ce que toi, justement, tu as des clés, des outils ou quelque chose pour travailler sur ta confiance?
Non, j'ai pas forcément j'ai pas forcément de clés ou d'outils. En fait, c'est quand j'ai confiance en moi, enfin, quand je suis dans une période où j'ai confiance en moi, bah, j'y pense pas. C'est, enfin, logique, Ouais, je pense. Mais quand je suis dans une période de doute ou quoi, j'essaie de, de me dire, hein, ok, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui fait qu'un jour je suis arrivé ici? Et j'ai ce truc de me dire, ok, c'est par vague, quoi. Tu vois, c'est un jour, bah, je vais être bien, un jour je vais être moins bien. Et j'essaie de pas forcément, me laisser c'est dur, hein. Là, je le dis, c'est facile de le dire, quoi, mais de pas laisser forcément me laisser manger par mes ressentis, tu vois. ouais, de J'essaie pas d'être te le plus, laisser abattre, par voilà, cet j'essaie aspect-là. d'être le plus objectif possible, en fait, tu vois. J'essaie de me dire, enfin, moi, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément des problèmes, mes problématiques, que c'est pas un problème de confiance en moi. Mes problématiques, c'est d'autres, enfin, on pourra les aborder peut-être plus tard, mais j'ai d'autres problématiques et je pense que c'est parce que, bah, j'ai pas c'est pas je me laisse pas abattre, c'est juste je connais ma valeur et je sais que si à un moment donné je suis moins bon, bah, c'est que ça va revenir forcément à un moment donné et que, bah, juste il faut que je continue à travailler, il faut que je sois rigoureux dans ce que je fais au quotidiennement, dans mes routines un peu, dans mes routines de travail, dans mes routines, et j'essaie et là où je sais pas bon, c'est que je suis plus rigoureux dans mes routines quand je suis dans un moment où j'ai moins confiance, plutôt et moins rigoureux quand j'ai confiance. Alors qu'il faudrait que mes routines, ça soit vraiment une routine comme on l'appelle et que ce soit un truc qui ne bouge jamais. Ouais. Mais je suis plus rigoureux quand ça va moins bien et au final, bah, j'attends juste le moment où ça va re-aller et il arrive tout le temps ce moment, en fait. Et en fait, c'est aussi, je pense, en grandissant, en vieillissant, en ayant de plus en plus d'expérience, tu sais que ce moment va revenir, en fait. Première fois que tu as un moment de down, bah, tu te dis: «Bah, en fait, c'est fini, quoi. Bah, c'est compliqué, je ressentirai pas». Donc tu sors une fois de cette période de doute, tout ça, tu dis: «OK, j'ai réussi à m'en sortir». Deuxième fois, tu as une période de doute, tu te dis: «Putain, bah, c'est fini». Hop, tu réussis à t'en sortir et en fait, au bout de 4, 5, 6 fois, tu dis: «Bah, en fait, à chaque fois, j'en suis sorti et j'en suis sorti encore meilleur» ou peu importe. Tu dis: «Bah, en fait, OK, tu sais juste, bah, il y a un moment donné, ça va se finir, mais quand est-ce que ça va se finir, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidiennement pour que ça se finisse?» Le travail, tu vois, tout le reste autour. Ouais. Mais c'est ça, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, tu te sers évidemment de ton expérience, de ce que tu as appris par le passé, peu importe l'âge ou la maturité que tu avais à ce moment-là. Je pense en tout cas que ces expériences de vie servent toujours, en tout cas même, pour ta vie future justement. Bah, c'est ça, mais même, tu vois, chaque, expérience est unique, tu Mmh. vois? Chaque expérience est unique et tu peux pas te dire: «Ah OK, j'ai vécu ça maintenant et ça ne se reproduira plus jamais parce que je l'ai vécu une fois». C'est faux, faut pas, tu vois, faut pas se mentir. Tu vas en revivre des situations similaires et peut-être que ce que tu as fait à ce moment-là, ça avait marché, mais là, ce que tu vas faire, ça va plus marcher. Et donc, faut pas se frustrer de se dire: «Ça a plus marché». Juste, tu fais moi, il y a un truc que j'adore, de manière générale en prépa mentale, il faut faire contrôler ce que tu peux contrôler. Parce que si tu veux contrôler les choses que tu peux pas contrôler, bah, c'est ça qui te tue, en fait. Parce Ouais. que quand tu contrôles ce que tu peux contrôler, bah, tu te concentres que sur ça et ça va venir. Tu vois, par exemple, quand je prends le terme basket, bah, je peux pas contrôler si je mets des tirs ou pas. Bien sûr, si je m'entraîne plus, je vais en mettre plus, mais il y a des périodes où je peux pas en mettre. Et je peux pas le contrôler, ça. Mais qu'est-ce que je peux contrôler? M'entraîner rigoureusement, tu vois, ou même pendant le match, ok, je mets peut-être moins de shoot, bah, aller plus au rebond, tu vois, c'est des trucs, bah, qu'est-ce que je peux contrôler à l'instant T et c'est tout, quoi. C'est Mmh. pas, aller chercher plus loin de: «Putain, j'ai pas mis mon pied comme ça parce que, du coup, là, faut que je fasse comme ça». En fait, si tu te proposes trop de questions, c'est mort et là, encore une fois, je le dis et ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Même moi, enfin, j'ai des moments de doute où je me pose plein de questions et j'essaie de contrôler l'incontrôlable. Mais c'est un peu à chaque fois que je suis dans ça, j'essaie de me rappeler ça. Genre, j'essaie de me dire: «OK, contrôle». Et justement, tu nous parlais du coup des problématiques mentales, pardon, que tu pouvais avoir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Bah, je suis très sujet aux émotions dans les matchs, tout ça et c'est un peu le contrôle des émotions. C'est un peu, OK, est-ce que parce que problème, c'est que si tu mets trop d'émotions, bah, c'est pas bon, ça te contrôle, mais si tu essayes de changer qui tu es et de pas en mettre du tout, c'est pas bon non plus parce que au final, c'est pas toi et donc moi, à chaque fois que je me suis dit: «OK, il faut que je sois stoïque», tout ça,
Bah, j'ai pas été bon parce qu'en fait, c'est pas ça qui m'anime, c'est pas moi, c'est quand même, enfin, j'ai cette passion, j'ai ces émotions qui me traversent et j'ai besoin quand même d'une manière ou d'une autre de les gérer. Et j'ai pas forcément de clé pour ça, mais c'est un peu, voilà, essayer d'être toujours, comment dire, bah, essayer d'être dans l'instant présent, de pas être esclave de ses émotions, mais aussi de les accepter et de pas, voilà, de se dire: «Je peux avoir des émotions négatives, positives, quelles qu'elles soient», mais derrière c'est après ça c'est des discours en fait, c'est tellement, pas bateau, mais c'est tellement, facile comme quand tu le dis comme ça, mais c'est sur l'instant, il y a un arbitre qui me dit quelque chose, qui siffle quelque chose que je suis pas d'accord. Là, je vous le dis ça à quelqu'un qui écoute le podcast après, il va dire: «Mais c'est faux, Vladimir Ilitch, tout le temps, il crie sur les arbitres». Bah oui, c'est vrai, je crie tout le temps sur les arbitres, mais j'ai quand même progressé sur ça à un moment donné et aussi, il faut que je trouve le juste milieu entre qui est enfin, ne pas du tout, dire: «Je m'en fous de la décision arbitrale», alors que c'est faux et sortir de mon match parce que la décision arbitrale m'a trop impacté. Il y Mmh. a un juste milieu et il est difficile à trouver et c'est jamais les mêmes situations, donc c'est jamais la même réponse que je vais avoir. C'est jamais, donc c'est avec l'expérience, en fait, tu arrives à gérer de plus en plus, mais c'est surtout ça, ouais, c'est peut-être la gestion de mes émotions, mais mon plus gros problème, ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des, situations qui, comment dire? Qui te posent plus problème que d'autres? Là, tu prenais l'exemple, bah, du coup, d'une décision arbitrale. Est-ce que, par exemple, je sais pas, le fait de rater plusieurs shoots de suite, de rater un shoot facile, des choses comme ça, est-ce que ça joue aussi sur tes émotions? Ouais, ça joue. Forcément, enfin, en fait, j'essaye de pas que ça se joue pas. J'essaye en me disant: «OK, là, j'ai raté, je passe à autre chose» et souvent ça marche. Souvent ça marche. Je J'arrive facilement à me dire, à être dans l'instant. En fait, c'est toujours l'instant présent qui compte, quoi. Toujours, en fait, il y a quand même j'ai l'impression que n'importe quel sujet que tu abordes en prépa mentale, il y a quand même une trame de contrôler ce que tu peux contrôler, être dans l'instant présent. Il y a quelques points, en fait, qui se valent pour tout, en fait. Bah, quand je suis atteint par des shoots ratés, c'est que du coup, je suis plus dans l'instant présent. C'est que du coup, soit je suis dans le passé, de me dire, ah, j'ai raté ce shoot, soit je suis dans le futur, de me dire, il faut pas que je rate le prochain. Et donc, en fait, c'est ça le problème. Et c'est quand j'arrive à des moments où peut-être, bah, comme on a dit tout à l'heure, il y a moins de confiance parce que depuis deux trois matchs, je rate des shoots. Et là, tu rates et tu dis, merde, putain, ça fait chier, je commence mal et tout. Et il faut, il faut essayer déjà d'accepter de ne pas être dans l'instant présent parce que personne ne l'est jamais. Enfin, personne ne l'est jamais. Si, on l'est, mais on est plus souvent pas dans l'instant présent que. Voilà, et donc se dire, ok, j'essaye de l'être le plus souvent possible. Et des fois, c'est réussi, des fois, c'est raté, mais c'est comme ça. Et c'est ça qui fait la différence entre moi qui suis camp N1 et d'autres joueurs qui sont plus élevés qui, eux, dès qu'ils ratent un shoot, c'est fini. Je pense Steph Curry, quand il rate un shoot, derrière, il a oublié depuis 10 minutes qu'il avait raté le shoot. Alors que, voilà, ouais, c'est ça qui fait la différence avec les grands, grands joueurs, quoi. Mmh. Et justement, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais des routines, mais tu faisais, bah, du coup, tu étais plus régulier dans les moments où ça va moins bien, par exemple. Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, un match référence ou une performance dont tu te souviens, où tes routines justement mentales ont pu jouer sur cette performance-là? Non, pas forcément. Parce que le plus souvent, mes plus grosses performances, c'est quand j'ai lâché prise. Quand j'ai arrêté, en fait, bah, justement, d'accorder trop d'importance à ce que je faisais, à OK, j'ai fait ça bien, OK, j'ai fait ça bien. En fait, quand j'accorde trop d'importance à ça, bah, d'ailleurs, en fait, je réfléchis trop. Je suis trop dans la réflexion et je suis plus trop dans bah, l'instinct de jouer. Voilà, puis il y a pas que l'aspect mental dans les performances, tu vois. Il y a Bien aussi sûr. comment je me sens physiquement, tu vois, il y a plein enfin, il y a plein d'aspects qui font qu'il y a pas, dans mes plus grosses, quand je me rappelle les plus grosses perfs, enfin, j'en ai une en tête là, en espoir. Quand je crois que je fais 26 points, 19 rebonds, un truc comme ça, je fais 39 dévals. Bah, à ce moment-là, avant le match, j'ai un truc que je me rappelle, c'est que j'ai écouté Abel Bent à ma philosophie, comme un, non, mais c'est nul en plus, parce qu'après, moi, je me suis dit, ah, j'ai fait ça, donc je vais refaire. Et bien sûr, après, j'ai pas refait les mêmes matchs. Tu vois, Ouais. c'est un truc où en fait, j'étais tellement, bah, encore une fois, c'est une question d'instant présent, tu vois. J'essayais pas de me dire, ok, je vais faire ça dans le match, ok, je vais faire ci. Non, c'est ok, là, j'ai envie d'écouter
Amel Ben, j'écoute Amel Ben, quoi. C'est nul, mais tu vois, Je ok, comprends. c'est un truc comme ça. Et puis, derrière, il y a quand même ce juste milieu à trouver quand même entre, ok, avoir une certaine dose de relâchement, de se dire, ok, si je veux écouter Amel Ben, j'écoute Amel Ben, mais aussi ne pas exagérer et me dire, bah, je fais n'importe quoi et j'arrive et je fais n'importe quoi dans le match. C'est toujours un équilibre à trouver entre relâchement, lâcher prise et concentration, et voilà, une certaine rigueur dans les routines, quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut que moi, le prochain étape là que je vais avoir, c'est avoir une routine, même quand je me sens bien, en fait. Il faut que je l'adapte et que je l'adapte même quand je me sens bien et que ça soit pas une contrainte que je me mets, entre guillemets, quand je suis pas bien. Ouais. Du coup, que ce soit un truc linéaire, que je me dis, je fais tout le temps. Et comme ça, arrivé au match, bah, c'est plus une réflexion sur qu'est-ce que je dois faire comme routine. C'est juste, je la fais. Et derrière, tout le reste, bah, c'est du lâcher prise et me dire, OK, bah, je fais je fais mon match, voilà, quoi. Je me prends pas la tête, quoi. Je vois. Et justement, est-ce que c'est pas des fois ça t'est arrivé peut-être de tomber dans le côté frustrant, oui, la frustration de se dire: «Ah ben tel jour, je sors un gros match, j'ai fait par exemple ça avant le match, j'essaye de le refaire, bah, ça fonctionne pas et je fais une toute autre perf». Est-ce que justement pour toi des fois tu peux tomber dans la frustration? Ah, mais clairement, clairement, mais là, un peu moins parce que du coup, je sais qu'il y a, enfin, maintenant, je sais qu'il y a plus de règles vraiment précises. Mais quand j'étais plus jeune, c'était OK, là, j'ai fait ça, comme ça, comme ça, ça, comme ça. J'ai fait un bon match. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai fait. Du coup, le match d'après, j'essaie de faire pareil. Catastrophique. Et en fait, je pense que du coup, c'est l'énergie n'est enfin, j'ai compris que mon énergie et ma concentration n'étaient pas sur les bonnes choses, en fait. Tu vois? Tu te dis, Ouais, c'est un peu aussi comme ça que, enfin, moi, je reste quand même une personne avec pas mal de tics, on va dire. C'est pas vraiment des routines, mais il y a des trucs, tu vois, à l'échauffement, la positionnement à ma bouteille, c'est nul, en ouais, fait. des C'est pas rituels un peu. des rituels, voilà, c'est Mmh. plus des rituels, mais tu vois, je me dis, c'est des rituels qui, ça me permet rien en vrai. C'est mes rituels, mais je me dis pas, ce rituel va me faire bien performer. Là où avant, je me disais, ok, si je mange ça à cette heure-ci, à cette heure-ça, ça va me faire bien performer. Tu vois. Et donc, c'est vrai que c'était frustrant, mais maintenant, j'ai plus trop ce truc de me dire, voilà. Parce que j'ai Ouais. fait des bons matchs. On dit, il faut pas se couper les cheveux, ça, je sais pas quoi. J'ai fait des bons matchs quand je me suis coupé les cheveux. J'ai fait des mauvais matchs quand je me suis coupé les cheveux. J'ai fait tu vois, il y a plein de trucs et je me dis, il y a pas de règle, quoi. Pas de règle. Et justement sur tes rituels, donc en effet tu disais, c'est pas parce que je fais ces rituels que je sais que je vais faire un bon match, mais est-ce que si tu les fais pas, ça peut te perturber au point de te dire: «Je vais faire un mauvais match»? Bah, certains trucs, enfin, tous mes rituels, non. Enfin, non, parce que mes rituels, ils sont pas liés à la performance, en fait. Tu vois? En fait, mon rituel de la bouteille et de la serviette, c'est juste, j'ai pas envie que mes coéquipiers boivent ma bouteille et utilisent ma serviette, tu vois? Par exemple. C'est pas un rituel qui va faire, OK, tu vois? Bien sûr, je préfère et je me sens mieux dans le match si, j'ai d'autres rituels pendant l'échauffement ou quoi, si c'est comme ça, tu vois? Mais, si maintenant c'est comme ça, arriver à m'en détacher, de me dire, bon, c'est pas grave, quoi. Ça me fait chier pendant 2 secondes, pendant l'échauffement, pendant le moment où, du coup, ça m'a un peu cassé mon rituel, mais j'ai pas à y réfléchir jusqu'à le coup d'envoi et me dire, tu vois, c'est. Ouais. Mais c'est vrai que quand même, ça me perturbe un peu pendant l'échauffement, tu vois. Ouais. Je suis un peu perturbé. Mais tu vois, même des fois, le fait que ça me perturbe, bah, ma concentration est sur un truc, sur autre chose. Et du coup, bah, j'arrive dans le match un peu relâché. Donc, des fois aussi, ça peut faire que je fasse un meilleur match, presque, tu vois. Parce que du coup, bah, je me concentre pas sur potentiellement les trucs que je vais rater dans le match. Je me concentre sur un truc pourri. Et du coup, bah, au final, j'arrive dans le match vraiment dans l'instant et je me dis, OK, maintenant, il faut jouer. Enfin, tu vois. Ouais. Et au final, ça va, quoi. Je comprends, oui, il y a pas eu entre guillemets, «ces pensées parasites» ou qui servent entre guillemets un peu à rien avant un match, quoi. C'est ça, tu vois. Mmh. Alors que, mais c'est pas, tu vois, ça, je le dis ça, mais ça se trouve, au final, ça va me perturber. Mais je veux dire, ça peut être les deux, quoi. Et en vrai, ça fait un moment que j'ai pas eu de rituels qui ont été un peu cassés, tu vois. Donc, à part la serviette et la bouteille, mais ça, c'est tellement hors Ouais, basket que, tu vois, c'est pas, ça impacte pas la performance. OK, je vois. Je reviens maintenant, au club de Mulhouse, dans lequel tu es, depuis plusieurs saisons. Club qui affiche des ambitions assez fortes, presque Pro B, on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que tu vis mentalement un petit peu cette pression d'objectif, si on peut dire ça comme ça? Parce que tu le disais avant, ça fait quelque temps maintenant que tu es en N1, tu t'es imposé dans le championnat. Q
Est-ce que toi, tu te vois dans ces objectifs, tu rejoins ces objectifs-là? Bah forcément, moi, mon objectif, c'est de, à terme, être en Pro B. Donc forcément, être dans un club qui aussi veut à terme être en Pro B, c'est aussi c'est ce qui est intéressant, quoi. Moi, je vois pas l'intérêt de me dire, je vais aller dans un club bas de tableau, au milieu de tableau, être le gars qui va jouer 35 minutes pour avoir les stats pour aller en Pro B. Il y en a qui font ça et ils ont raison. Enfin, chacun fait sa carrière comme il entend. Moi, je me dis, je fais pas du basket pour ça, quoi. Mon but, c'est pas, enfin, mon but, c'est d'aller en Pro B, mais c'est pas de passer une mauvaise année dans l'objectif d'aller en Pro B. Sachant que j'ai déjà fait des années à Épinal catastrophiques, on est descendu et j'ai vraiment pas, c'est vraiment, enfin, je fais du basket pour gagner, quoi. Donc, c'est un peu ça qui m'anime, on va dire. Ouais. Et justement, est-ce que des fois, tu peux ressentir une sorte de pression par rapport à ça? Bah, oui, forcément, forcément, surtout que maintenant, comme, enfin, je suis un peu, je fais partie, on va dire, des cadres de l'équipe. Tu ressens une certaine pression, mais je pense que toutes les expériences que tu as pu vivre t'emmènent à un point où bah, tu la ressens plus pareil, la pression. Parce que, tu vois, par exemple, je me rappelle à Épinal, j'ai fait 2 ans à Épinal. La première année, j'arrive en N1, tout ça, tu vois, un peu un petit jeune. Et la deuxième année, le coach me met dans les cadres. On était une équipe qui descend, qui jouait le maintien, tu vois. Donc, mettre dans les cadres à ce moment-là, c'était pas. Il n'avait pas d'autre choix, on va dire, financièrement. Mais moi, je n'étais pas prêt, tu vois, à, à, à ce statut. Et donc, forcément, ça m'a aussi un peu forgé à arriver à pouvoir être un cadre maintenant. Si j'avais pas été, entre guillemets, un cadre à ce moment-là, moi, je n'étais pas un cadre, mais je veux dire, le coach me considérait comme tel, tu vois. Je pouvais pas être un cadre, mais le coach me considérait comme tel. Et donc, j'avais pas les épaules pour à l'époque, et je me suis complètement foiré. C'était ma pire saison de ma vie, et tu vois, tout. Mais c'est une expérience qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu le prends différemment, tu vois. Tu dis, OK, bah, à ce moment-là, j'ai fait la pire saison de ma vie, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il n'y a rien de grave, quoi, tu vois. C'est pas grave. OK, j'ai mis du temps à retrouver un club, j'ai mis du temps à trouver un bon projet, mais même si j'avais pas retrouvé et que j'avais arrêté le basket, il n'y a rien de grave, quoi, tu vois. Bien Il y a pas sûr. de, faut enlever la notion de la pression, tu te mets une pression, c'est que tu mets l'événement comment dire, à une échelle qui est beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est, Ouais, tu vois. c'est vrai. En prépa mentale, on a cette image de balance, en fait, et c'est souvent dû au stress. Bon, pression, stress, voilà, c'est lié. Et en fait, souvent, ben, on est stressé ou on subit la pression quand on pense que nos capacités sont moins lourdes que l'événement, en effet, dont tu parles, tu C'est vois? ça. Et où justement l'événement prend trop de place. Et à l'inverse, du coup, c'est sur ça qu'on travaille en prépa mentale, du rééquilibrer un peu ouais, cette balance, quoi, tout simplement. Ouais, bah c'est ça en fait. Tu dis, ok, par exemple là, il y a eu la finale l'année dernière, on était en finale. Bah bien sûr, il y a une pression différente, tu vois. T'as jamais ressenti cette pression. Tu te dis, enfin, moi, j'ai jamais été en finale de championnat de France, tu vois. Tu te dis, bah ok, c'est nouveau, mais qu'est-ce qui va se passer demain si je perds? Demain, tu vois, je touche du bois, j'ai la santé, j'ai ma famille, j'ai tout. Bah, c'est pas grave, quoi. J'aurais perdu un match de basket quand, enfin, il y a, bien sûr, si je gagne, ma vie change positivement, je serai en Pro B, enfin, bien sûr. Mais si je perds, c'est pas grave, ça reste un sport, ça reste, voilà. Et donc, c'est une manière d'enlever la pression. Donc, des fois, t'arrives, des fois pas, mais aussi, il faut accepter la pression, tu vois. Ouais, bien Et sûr. enfin, en fait, chaque personne la gère comme il veut. Il y en a beaucoup qui veulent se l'enlever en se disant c'est pas grave, et il y en a d'autres qui l'acceptent, qui se disent ok, bah, j'ai la chance, moi, voilà, c'est aussi, moi, je la vois des deux manières. Je me dis, j'ai la chance aujourd'hui euh, d'être en finale. Il y a 26 équipes qui ne le sont pas. J'ai la chance d'avoir cette pression. Dans ma vie, j'ai la chance de vivre l'expérience d'avoir cette pression. Tu vois, j'ai la chance, tu vois, au-delà de la pression, j'ai la chance de vivre tout ça dans sa globalité, tu vois. Tu te dis, bah, ok, bah, c'est trop bien, en fait. Ok, c'est dur, voilà, mais c'est trop bien. Et donc après, ça te libère un peu, tu te dis, bah, tu profites un peu plus du moment, quoi. Tu te Ouais. dis, il faut que j'essaie de profiter du moment. Et c'est dur à dire, c'est facile à dire, c'est dur à faire. Et même moi, dans le moment, au final, bah, tu,
Tu sais pas, tu sais, à aucun moment donné, j'ai eu peur dans les trois matchs de finale. À aucun moment, j'ai eu peur de rater, j'ai eu peur de trucs. Mais tu rates quand même plus que ce que tu réussis, enfin, que ce que tu réussissais avant. Tu vois, il y a quand même, ton corps, il sent un truc différent, il sent une tension différente, tu vois. Donc, c'est pas forcément ton corps, il réagit différemment parce que bah, c'est la première fois, c'est une expérience unique que tu n'as jamais vécue. Donc, voilà. Mais je pense que donc, la globalité, même l'équipe de manière générale, a bien subi la pression, même si c'était vraiment une. Enfin, c'est voilà, mais même au final, tu vois, au Mm. final, ça reste une finale de championnat NM1, tu vois. C'est pas finale de. Tu vois, il y a un mois, même pas, il y a eu le final de l'Eurobasket, tu vois. Ça, c'est un truc où tu te dis, ok, putain, il y a une pression de ouf. Mais là, il y a l'Eurobasket, mais il y a les JO. Tu vois, il y a Yes, toujours ouais. un truc qui fait que tu te dis, mais en fait, moi, mon truc, c'est nul. Enfin, pas c'est nul, mais c'est quoi, en fait, par rapport à tout ça? Tu vois? Mm. Et la finale des JO par rapport à devoir nourrir sa famille parce que tu t'as plus, tu vois? Bien En fait, sûr. tu vois, faut se dire, ok, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, j'ai la chance de pouvoir être là et que ma pression quotidienne, bah, ça soit de performer, quoi, au basket, quoi. Au basket, dans le sport que j'aime. Tu vois, c'est ça, en fait, le. Et justement, le fait de relativiser, de voir, toujours ce point de vue assez positif, tu le disais tout à l'heure, c'est plus facile à dire qu'à faire effectivement. Mais est-ce que, par exemple, tu parlais d'Épinal où tu as vécu des saisons compliquées, une transition aussi à la suite de ce club-là compliqué. Est-ce que sur le moment, tu avais quand même ce point de vue-là ou c'était Non, pas dur du tout. de ouais, Pas ouais. du tout, pas du tout. Épinal, je pense que c'est là où ça m'a le fait plus grandir. Euh, je, je pense que, enfin, je sais pas si on peut appeler ça dépression en vrai. En vrai, non, j'aime pas ce mot. Enfin, genre, je pense qu'il faut quand même il faut être médicalement suivi. Si je pense que c'était une dépression, mais j'étais quand même dans un stade vraiment mal, quoi. Zéro plaisir à l'entraînement, zéro plaisir à jouer au basket, zéro plaisir en fait à rien faire, quoi. Tu vois, en plus, c'était un peu la période Covid, il y avait pas grand-chose à faire en dehors. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais, quoi, tu vois? Et au-delà d'Épinal, en vrai, chaque année, j'ai une ou deux périodes dans l'année où j'ai une petite phase où je suis tellement mal, tu vois, en fait, je prends plus de plaisir, quoi. Tu vois, c'est pas une question de confiance, comme on disait tout à l'heure, c'est plus une notion de plaisir, tu vois. Tu fais du basket, à la base, c'est pour avoir le plaisir. Et tu arrives à un moment donné où tu es dans un tourbillon, ça fait un moment, t'as plus de vacances, tout ça, tu te dis, putain, mais j'en peux plus, là, vraiment, là, enfin, j'en ai marre de manger, enfin, faire manger basket, dormir basket, j'en ai marre, en fait. J'ai envie juste de rien faire. Et donc, bah, comme j'ai dit, chaque année, j'ai ces périodes-là. Et chaque année, j'en ai de moins en moins, tu vois. Elles sont de plus en plus courtes, tu vois. J'arrive de mieux en mieux à les gérer. Mais, Épinal, ouais, c'était à un moment donné. Bah, je me blesse à ce moment-là. Je fais une rupture de l'aponévrose. Et je pense clairement que c'est à cause de mon état mental à ce moment-là. Et je me blesse. Et je pense que ça va même sauver ma carrière dans le sens où je pense que si j'avais continué, j'aurais arrêté le basket parce que vraiment, je prenais plus de plaisir depuis quelques mois. Et c'était en février, il me restait quelques mois à finir. Je dis, c'est pas possible. Et je suis rentré chez mes parents. euh, et ça m'a fait du bien de couper du basket, ça m'a fait du bien. Et à ce moment-là, j'étais même résilié à me dire, bah, si je trouve pas de club, bah, c'est pas grave, j'arrête, quoi. C'est que c'est le destin, je passe à autre chose. Voilà, quoi. C'est pas. Et sauf que j'ai passé l'été, enfin passé du coup ma blessure, je me suis réathlétisé, tout ça. Et même à ce moment-là, j'étais le plus lourd. Enfin, je vais faire 113, 114 kilos. C'était le plus gros poids. Enfin, j'étais dans le mal. Et Ouais, l'été passe, je rejoue un peu au basket, je m'entraîne, mais sans vraiment grande conviction. Je rejoue un peu avec les potes, mais un peu la notion de plaisir dont je parlais qui se retrouve, tu vois. Je rejoue, quoi. C'est pas je m'entraîne pour m'entraîner, être meilleur, c'est juste je joue au basket parce que c'est ce que j'aime. Au final, bah, je rejoue et je reprends le goût et je me dis, bah non, je vais pas arrêter. Je vais attendre de retrouver un club et au final, je retrouve un club et derrière, bah, ça a repris. J'ai repris comme si de rien n'était, quoi. Et ça m'a permis ça m'a permis de, mais je sais même pas de quoi ça m'a permis en fait. Juste, c'était une phase de ma vie qui était compliquée, mais il y en aura d'autres et puis, enfin, je devrais en surpasser aussi. Ce sera différent sûrement, mais voilà quoi. et comme on le disait tout à l'heure, tu te serviras certainement de cette expérience-là pour passer les autres à venir. Exactement, exactement. Mais tu vois, cette expérience-là va m'aider à passer les autres, mais il y en a aucune qui est identique. Donc, c'est pas aussi, faut pas que je me dise, ah, parce que j'ai vécu ça, bah, je vais forcément passer la prochaine. Non, la prochaine sera peut-être différente. Parce Bien que l'année sûr. dernière, j'ai eu d'autres problématiques, bah, c'était différente.
chaque année, tu passes et en fait, chaque année, en fait, plus tu engendres d'expérience, bah, plus tu as un panel d'outils, entre guillemets, qui s'agrandit, qui dit: «OK, bah, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux?» Mais c'est pour ça que je disais que ces périodes-là où j'étais moins bien, où j'avais perdu le goût du plaisir, tout ça, bah, c'était de plus en plus courte parce que, c'est t'apprends à vivre avec et tu sais que, comme je disais tout à l'heure, tu sais que à chaque fois que tu étais moins bien, à chaque fois après ça allait mieux. Donc voilà. OK, je comprends. Hem, En dehors des parquets, je sais que du coup, tu as ta prépa invisible également, ce qu'on appelle la prépa invisible, donc tout ce qui sort un petit peu du terrain pour performer. Quand on s'est connus au Portel, je sais que tu lisais beaucoup de livres, sur la préparation mentale, je sais que ta famille aussi est intéressée par ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues ou est-ce que tu as mis d'autres choses en place pour travailler, ton mental sans le ballon en main? Je le fais moins qu'avant parce que j'ai remarqué que tous les livres, au final, ils revenaient un peu vers les mêmes problèmes, enfin, ils se rejoignaient en tout cas. Tous les livres se rejoignaient sur les mêmes thématiques, sur les mêmes problématiques. Et en fait, du coup, je me dis, à chaque fois que je lis un livre, j'ai l'impression de relire, quoi. Ouais, je vois. Et donc, je lis moins qu'avant. Le dernier que j'ai lu, là, c'était sur le stoïcisme. Et j'ai vraiment apprécié, mais je lis beaucoup moins qu'avant, en vrai, sur ça, sur ce thème. Euh, je sais pas, en fait, j'ai pas vraiment je fais pas vraiment de choses concrètement tous les jours. Tu vas me dire, là, je vais bosser mon mental. Mais quotidiennement, je pense que tout ce que je te dis jusque-là, en fait, ça me permet de savoir à quel moment je dois faire affronter ma problématique, de quelle manière, tu vois. Ouais, je J'ai vois. pas forcément un truc où, là, aujourd'hui, je fais ça, je vais faire j'ai pas, genre, je médite pas tous les jours en me disant, bah là, je médite pour ma concentration. Tu vois, je fais pas ce genre de truc-là, tu vois. J'ai pas de routine, on va dire, invisible, mais mon expérience jusque-là a fait que, du coup, j'ai les outils pour pouvoir affronter les situations, quoi. OK, ouais. Et sur un aspect peut-être, plus général, au niveau sommeil, alimentation, récupération, outre les outils qu'on connaît de la kiné, des massages, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des choses justement que tu mets en place sur ces aspects-là? Bah, forcément, c'est une rigueur, en fait, c'est une rigueur globale qu'il faut avoir. Tu vois, je pense que tu vois, souvent on essaye de trouver la raison de pourquoi j'ai fait un bon match, ou pourquoi j'ai fait une bonne saison, ou pourquoi, tu vois. Mais pour moi, il n'y a pas une raison. Pour moi, c'est quand tu mets le plus d'ingrédients possible pour le réussir, bah, plus tu mets d'ingrédients, plus il y a de chances que ça réussisse. Peut-être ça va pas réussir, mais plus tu mets d'ingrédients, plus t'augmentes tes chances. Et plus tu fais, plus tu réduis ton facteur chance, en fait, tu vois. Alors, il y en a, ils ont de la chance sur un match, ils vont mettre des shoots, mais c'est que de la chance, tu vois. Alors que si tu mets beaucoup tu vois, de la rigueur aux entraînements, faire plus d'entraînement indiv, mieux manger, mieux dormir, tu vois, tout ça, forcément, c'est des trucs qui te différencient d'un quelqu'un qui est pas professionnel. Et moi, peut-être que je le fais pas à une rigueur assez élevée par rapport à quelqu'un qui est en Pro B, Pro A, et c'est pour ça que je suis pas aujourd'hui en Pro B, Pro A, tu vois. C'est pour moi, voilà, est-ce que toi, tu es prêt à faire certains sacrifices? Tu vois, moi, je pense que, j'ai fait beaucoup de sacrifices jusqu'ici, et il y a des sacrifices que je suis pas prêt à faire, tu vois. Ouais, je vois. Pour, je me dis, est-ce que je préfère, de temps en temps, aller boire un verre avec mes amis, ou tu vois, est-ce que je préfère passer du bon temps avec mes amis, et tu vois, parce que pour moi, ça reste quand même ça la vie, tu vois, passer du bon temps avec les gens que t'aimes, ou est-ce que je me dis non, tous les jours de la semaine, je suis conditionné, je fais que ça. Tu vois, il y en a qui arrivent, mais moi, je suis pas comme ça, donc je peux pas, et je suis pas prêt à faire ce sacrifice. Et je pense que ce serait même contre-productif, parce que derrière, en fait, je serais juste frustré, quoi, tu vois. Ouais, Et donc, bien c'est sûr. quel sacrifice tu es prêt à faire, mais par contre, il faut quand même il faut une rigueur, quoi. Parce que si j'ai plus de rigueur et que je me dis tous les soirs, je vais boire un verre avec mes copains, au final, pourquoi tu fais du basket? Tu peux pas être professionnel, tu Oui, il vois. faut trouver le juste milieu et savoir vraiment, comme tu le disais en fait, ce que tu es prêt à faire, ce que tu es pas prêt à faire et que ce soit surtout en adéquation avec les objectifs ou la vie professionnelle basket que tu as aujourd'hui. C'est ça, parce que, tu vois, même, il y a une question, parce que même si tu réduis ton facteur chance, pour moi, il y a un énorme facteur chance, tu vois. La bonne rencontre,
Parce que moi, j'ai beaucoup de chance d'être en N1 et quelqu'un est peut-être meilleur que moi, ils sont peut-être en National 3, ils sont meilleurs que moi, tu vois. Et donc, sauf que moi, j'ai plus de chance que lui. Et de la même manière, bah, peut-être que quelqu'un est en proie maintenant et parce qu'il a eu plus de chance à un moment donné. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est ça qui fait que je pense que tu arrives quand même à un certain niveau. Et je pense il y a des gars qui sont au plus haut niveau, qui ont une rigueur, tu vois, et qui ont fait tous les sacrifices possibles et qui bossent 10 fois plus que tout le monde et qui ont une rigueur qui est maximale, tu vois. Et ces gars-là, souvent, c'est les gars qui sont comme ça dans leur personnalité, tu vois. Je prends l'exemple de Ronaldo, je prends l'exemple de Djokovic, c'est des gars, en fait, ils aiment ça, ils aiment la rigueur, ils aiment travailler, ils aiment être carrés dans tout ce qu'ils font, tu vois. Tu vois, même un Jokic, tu vois, Bien ou un sûr. Doncic, c'est des gars, ils sont là, mais est-ce que lui, dans sa vie, il était plus rigoureux que moi? Je parle de Doncic, de Jokic, tu vois. Est-ce qu'ils ont été plus rigoureux que moi? Peut-être à un moment donné, mais au final, est-ce que c'est ça qui fait la différence entre Ronaldo, Djokovic et moi? Oui. Mais est-ce que c'est ça qui fait la différence entre Jokic et moi? Est-ce que c'est la rigueur? Non. Il y a un facteur physique, il y a un facteur talent, il y a plein de facteurs. Il a travaillé son talent, je dis pas le contraire, tu vois. Mais Jokic, peut-être en vrai, peut-être je ne connais pas sa rigueur et peut-être que le mec, il est rigoureux tous les jours. Mais je sais que quand il était gamin, il n'était pas rigoureux, il n'était pas. Et je me dis, tu vois, est-ce que je suis prêt à vraiment me dire, je fais plus rien? Juste pour le basket et tout, non, je pense pas être prêt pour ça, tu vois. Je Ouais. pense pas être prêt à me dire je plaque tout juste pour le basket, tu vois. Je suis pas. Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est important en effet au moins d'en avoir conscience parce que tout le monde justement se rend pas forcément compte de ça. J'en parlais beaucoup, dans un autre épisode du podcast avec les entraîneurs de foot, notamment en plus dans le foot qui est un sport beaucoup plus développé, beaucoup plus médiatisé que le basket. Souvent les jeunes, ils arrivent, ils ont des rêves plein la tête, mais ils savent même pas comment y arriver, tu vois? Mmh. Ils arrivent dans les centres de formation, ils sont un peu tout fous en disant: «Voilà, je veux être pro». Les coachs leur demandent: «Beh, OK, mais comment tu fais pour être pro?» «Ah ben je sais pas, en gros, vous êtes là pour m'aider». Bah, ouais, mais non, il y a pas que ça. Bah, en fait, c'est surtout, quand on est dans un centre de formation, ou, je sais pas au foot, mais au basket en tout Ouais. cas, en fait, on te conditionne, on te prépare à être pro et donc tous les jeunes pensent qu'ils vont être pro, Mmh. alors qu'il y en a très peu qui vont être pro et tous les jeunes pensent qu'ils vont être pro et ils sont tous conditionnés et ils pensent que ça se fait comme ça, en fait. Ouais. Et forcément, ça se fait, enfin, ça se fait pas comme ça. Comme je disais, il y a la rigueur, il y a tout en fait. C'est un mélange de plein de choses. Et donc, il y en a qui bossent plus, il y en a qui sont plus rigoureux et qui arrivent à être à des niveaux plus élevés. Il y en a qui bossent quand même, mais qui se sont blessés, qui n'ont pas eu de chance et qui au final, bah, ils ont pas atteint le niveau qu'ils veulent. Mais je pense que en fait, tant que tu abandonnes pas, je pense que tout le travail que tu fais à un moment donné, il sera payant à un moment donné. Pour moi, c'est vraiment, parce que là, j'avais lu aussi un livre sur la chance. Il y a la chance, mais la chance sourit, on va dire, aux audacieux, c'est la phrase un peu. Mais c'est vrai qu'il faut provoquer sa chance. Plus tu travailles, plus tu essaies de rencontrer du monde qui va te faire permettre de, voilà, il faut la provoquer sa chance. Et il faut, par contre, être prêt le jour où tu auras la chance. Il faut être prêt le jour où tu auras la chance. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu es prêt le jour où tu as la chance? C'est tout le travail que tu as mis derrière. Et que ce soit mental, physique, technique, tout ça, il faut être prêt, quoi. Et c'est sûr qu'il faut aussi être prêt à savoir tout ce que ça induit d'être au plus haut niveau. Bien Il sûr. faut être prêt vraiment. Et c'est pour ça, moi, mon objectif, il reste le même qu'il y a 5 ans, tu vois. Mais si j'y arrive pas, je suis OK, je suis OK, tu vois. Ouais. Alors que si j'y arrivais pas en mettant beaucoup plus de moyens, bah, je serais pas OK, tu Mmh. vois. En mode, Ouais. OK, je suis passé à côté de ma vie pour un objectif que j'ai même pas atteint. Surtout qu'au final, enfin, je sais pas, ouais, je sais pas. Ouais. Ouais, tu as déjà accepté, enfin, comment dire? Tu es déjà dans l'acceptation d'un éventuel objectif que tu atteindrais pas, quoi. Ouais, en fait, c'est pas, c'est pas ça parce qu'en fait, ça veut dire tu vas jamais l'atteindre cet objectif, tu vois? Si tu réfléchis comme ça, en fait, tu dis c'est juste que je me dis: «J'ai tu vois, je vis ma vie là comme ça et advienne que pourra» entre guillemets, tu vois? Mais j'ai quand même ces objectifs-là. Enfin, et aussi, c'est vrai que c'est une certaine manière aussi pour moi de comment dire? De de m'enlever une pression par rapport à ces objectifs. Je pense que la pression, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de pression des objectifs du club, tout ça. Je m'en mets pas forcément beaucoup sur ça, mais moi, je me mets pas mal la pression Mmh. et je sais que l'année dernière, quand je devais, quand, venait le moment de tu vois, pour trouver un club, tout ça, bah, j'étais très déçu, tu vois, de pas avoir de Pro B
ce que je considère avoir fait une saison digne de Pro B, tu vois. Enfin, digne de pouvoir prétendre Prendre. à juste avoir, tu vois, des appels de Pro B. Et à un moment donné, j'étais très déçu, en fait. Je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi, en fait? Je suis là, tous les ans, je progresse. Tous les ans, je vois plein de monde partir en Pro B où je me considère pas meilleur, mais pas moins bon, tu vois. Et je me dis, mais moi, tu vois, je demande pas forcément, ok, mon profil ne me plaît peut-être pas ou X raison, mais je me dis juste un intérêt. Je me dis, bah, qu'on me voit, quoi. Tu vois, je me dis, là, c'est quoi? Je peux faire tout ce que je veux, ça sert à rien, en fait. Et donc là, j'ai eu une baisse de motivation où je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien, quoi. Enfin, faut que, tu vois, tout ce que je fais, en fait, c'est en vain. Et donc, c'est peut-être le discours que j'ai là aussi, c'est un peu aussi de me dire, j'accepte que ça soit pas le cas, mais au fond de moi, j'accepte pas, tu vois. Au fond de moi, j'ai Mmh. quand même envie d'aller au plus haut niveau. Au fond de moi, si c'est pas, et c'est pour ça qu'aussi je suis resté à Mulhouse et que, voilà, c'est que je veux être euh, en Pro B, et si ça doit passer par faire monter mon équipe, ça passera par faire monter mon équipe, tu vois. Mais ça passera par n'importe quel moyen, tu vois. Mmh. Mais Ouais, tu restes un compétiteur, hein, dans tous les ouais, cas. voilà, en fait, c'est ça. Et tant que, si moi, j'ai pas d'objectif, là, si j'ai plus d'objectif, tu vois, bah, en fait, bah, tout ce que je te parlais de rigueur, tout ça, derrière, en fait, ça n'a plus, pourquoi je le ferais, tu vois? Si j'ai pas l'objectif d'aller en Pro B, pourquoi je mettrais de la rigueur dans mon alimentation, dans mon sommeil, tout ça? Il y a pas de, dans mon travail. Bah, non, je suis là, je suis en N1, je suis bien, je peux, si je fais le strict minimum, je peux rester en N1, je pense, tu vois? Donc, Bien sûr. non, non, c'est, tu vois, il y a quand même un travail à faire quotidien pour atteindre ces objectifs, tu vois? C'est juste, OK, je suis OK avec le fait d'aller boire un verre de temps en temps avec mes potes On a bah, besoin. c'est comme ça, j'en ai besoin, quoi, tu vois? OK. OK. Pour conclure du coup ce podcast, je vais revenir un petit peu au tout début du coup du podcast de ce que tu disais, qu'à la base, tu es un joueur, bah, qui a pas été pris en pôle espoir, qui a pas passé les sélections régionales, des choses comme ça. Ça arrive, bah, à beaucoup de joueurs, hein, malheureusement, de rater, on va dire, ces étapes-là, qui sont des étapes, mine de rien, importantes, hein, dans une vie de basketteur et basketteuse. Si tu devais donner un conseil à ces jeunes-là qui ratent, on va dire, ces étapes, mais qui ont toujours envie de devenir professionnels ou jouer à haut niveau, ça serait quoi comme conseil? Bah, c'est être conscient de tout le travail qu'il y a à faire, mais aussi ne pas oublier que ça reste un jeu. Parce que je vois trop maintenant, dès le plus jeune âge, on les conditionne à un certain professionnalisme, mais à la base, ça reste un jeu quand même. Ça reste le sport. Et si tu aimes pas ce que tu fais, en fait, tu peux pas. Tu vois, si j'avais pas aimé le basket, j'aurais pas pu partir à 4 ans de chez moi. J'aurais pas. Là aujourd'hui, je mettrais. Tu vois, il y a un truc que j'aime faire, c'est manger. Tu vois, j'aime manger. Et donc, par exemple, si j'aimais pas le basket, ben, je pourrais pas être rigoureux sur l'alimentation. Tu vois, parce que ça veut dire pourquoi. Je me dis pourquoi je me prive de certains plaisirs si pour un truc que j'aime pas. Tu vois, il faut cette notion de, tu vois, de plaisir, cette notion de voilà, j'aime le basket, je veux être professionnel parce que j'aime le basket. Et il faut voir un peu aussi le truc comme un jeu. Parce que il faut beaucoup travailler, tu vois. Mais il faut aussi le voir comme un jeu. Et je vois enfin, de plus en plus les jeunes. Mais en fait, pas de plus en plus, mais de plus en plus tôt, voir les jeunes se professionnaliser à faire des exercices, des trucs. Tu vois, c'est bien, mais c'est pas pour maintenant, tu vois. Là, pour l'instant, euh, kiff. En vrai, il faut s'entraîner plus que les autres, ça, c'est une certitude. Mais moi, je me rappelle quand moi j'étais petit, je m'entraînais pas plus que les autres parce que je voulais être pro. Je m'entraînais plus que les autres parce que j'avais envie de rester à jouer au basket plus longtemps, tu vois. Et c'était pas un entraînement à ce moment-là. Je me disais pas, ah, je vais m'entraîner plus que les autres. Je vais jouer parce que j'ai envie de continuer à jouer. Ouais, Je c'était restais juste après du là. plaisir, quoi. C'est ça, c'était juste du plaisir. Et donc après, ça dépend à quelle catégorie d'âge tu vois, à quelle catégorie tu parles et à quel type de jeune tu parles. Tu vois, si c'est un jeune qui justement, bah, il est que dans le plaisir et il a aucune rigueur et qu'il a 15 16 ans, je vais dire, ok, maintenant à un moment donné, il faut se professionnaliser. Faut, tu vois, maintenant si tu veux être pro, ok, bah, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour être pro? Quelle routine d'entraînement? Quelle, tu vois, quelle routine de récupération? Parce que ça, si tu les prends le plus tôt possible, tu les gardes toute ta vie. Et Mmh. c'est, tu vois. Ouais, des Mais habitudes à prendre. c'est ça. Mais c'est en fait à quel type de personne, à quel type de jeunes je vais parler, tu vois. Parce qu'il y a des jeunes un peu qui réfléchissent beaucoup.
Et eux, ils vont être dans l'intellectualisation de tout et tu vas dire: «Mais non, mais juste kiffe, quoi». Des f Tu vois, quand tu veux travailler, mais fais-toi plaisir, tu vois? Et Ouais, tu vois, ça dépend vraiment à quel public tu t'adresses, je pense. Et OK, ça peut pas être un message, commun, c'est un message un peu, individualisé, en vrai. bien sûr. Après, si je résume, c'est globalement quand même de, prendre conscience déjà, bon, en effet, de tes qualités, et surtout, en effet, que le basket reste un jeu et même si je peux me permettre, mais de manière générale, le sport reste un jeu. Parce que c'est vrai que, bon, on parlait du foot tout à l'heure, mais il y a plein d'autres sports où, comme tu le disais, de plus en plus tôt, on voit des jeunes qui se mettent des contraintes par rapport à leurs objectifs et voilà, ce plaisir commence à se perdre, bah, de plus en plus tôt aussi, malheureusement. Bah, c'est ça et puis nous, enfin moi, à mon humble niveau, il y a plein de facteurs que j'ai pas, que les Mmh. gens à plus haut niveau ou dans le foot, ils ont. C'est, le côté, personnalité publique, le côté c'est des trucs, tu te dis: «Mais comment il fait le gars?» Le mec, il veut juste jouer au foot que et voilà et kiffer et au final, tu vois? Tu vois? C'est des trucs que je me dis, il se fait lyncher, mais attends, mais de quoi on parle? On parle d'un mec qui fait du foot, quoi. On parle pas de pourquoi il doit toujours, dire, la bonne phrase? Pourquoi il doit faire toujours la bonne chose, tu vois? Laisse-le vivre, quoi. Il est là, OK, en fait, c'est là les conséquences aussi de tout l'argent qu'il gagne, mais c'est tu vois, je pense qu'à la base, ça reste quand même des gars qui veulent juste jouer au foot et qui veulent vivre de ça, mais d'accord, mais ça reste un sport, quoi. C'est vrai et en effet, là, on rentre vraiment en plus dans d'autres débats et pour le coup, bah, c'est vrai que l'aspect mental rentre aussi d'un autre point de vue que ce qu'on a discuté aujourd'hui. Mais voilà, ça prouve justement comment dire? La place que prend le mental, en fait. Il y a Mmh. tellement de sujets à aborder et tellement de sujets sur lesquels il est important. Ouais, Ouais, c'est clair, c'est clair. très bien. Bah, écoute, Vladimir, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé, bah, ton expérience et ton point de vue sur tout cet aspect mental. J'espère que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, pourront s'inspirer, voilà, de tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu as partagé. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent également se retrouver dans ton parcours. Donc voilà, un grand merci en tout cas pour tes paroles. Merci à toi, c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode avec Vladimir. J'espère que cette conversation vous aura inspiré, que vous soyez basketteur, sportif d'un autre univers ou tout simplement curieux de mieux comprendre ce qui se joue dans la tête des sportifs. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre le podcast pour ne rien manquer des prochaines interviews. À très bientôt pour un nouvel échange, toujours dans le vestiaire du mental.